On démarre, même Zayn Moukbet, ou Moukté d'Oraïta, ou comment tu peux dire qu'il y a un Malkout qui serait à cause d'avoir fait usage d'un bois Yom Tov, donc il a cuisiné Yom Tov, du guide anaché, on a dit tous les interdits qui s'accumulent dans dans cette même action, et une d'entre elles, c'est le fait d'avoir utilisé du bois qui n'était pas préparé. Là, on m'a dit, mais le fait de ne pas avoir préparé, c'est un interdit d'Oraïta. Là, on m'a dit oui, parce que c'est marqué Vechinu et Tacharaviou, donc il faudra préparer préalablement, et sinon, l'autre, la Sekol Melacha, inclut également l'usage des mélachot dont on a l'interdit de faire à cause du fait que ce n'est pas préparé. Ok. L'agma a dit Amale va'atu damar ba'imina mirafrida v'amre de ba'imina miravuna et c'est. D'accord. Donc lui-même il dit comment tu peux dire que c'est une évidence alors que lui-même il a posé la question celui qui a amené au Beth Amikdash c'est Meafar donc pas de la prairie, de la qui broutait, donc du pâturage. Et Ushrato, Tamid, Beyom Tov, et il en a fait, donc cette bête-là, donc elle était dans le pâturage, c'est-à-dire qu'elle n'était pas préparée. Mais on sait très bien qu'il y a un devoir de préparer la bête 4 jours pour savoir si elle n'a pas de défaut, etc. Mais admettons qu'il a amené une bête du pâturage et il a shrité Yom Tov pour le Korban Tamid chez le Tzibour, c'est-à-dire qu'il n'a pas été préparé cette bête. C'est ce que ça veut dire, c'est le tir du pâturage, ça veut dire qu'il a, voilà. Maou Atamatlan, Allah, Velo et Abechor, on apprend, c'est, dans le passouk c'est marqué, Vese Achat Minaton, c'est un passouk dans Yecheskel, Vese Achat Minaton Minamatim Mashki Israël. Qu'est-ce qu'on apprend de ce mot c'est, et alors que ça reste un nom qui n'est pas propre entre si c'est mâle ou femelle. Et sur ça, on apprend c'est Velo Abechor. Quand on parle du C, donc on nous parle d'un type de korban qui peut être mâle ou femelle. Donc naturellement, ça ne veut pas être le Bechor, parce que le Bechor, il doit être uniquement Zachar. Et également, Achat, donc toujours on peut se marquer, VC, Achat minaton, minamatayim, mashke Israël. Du mot C, on apprend qu'on exclut ici le Bechor. Achat, on a exclu le Maaser, parce que là aussi, ça vient. Euh, D'accord. Donc c'est vélo et tabechor, donc le C qui soit donc forcément le C dans le pasouk, c'est vélo et tabechor. Donc forcément le pasouk ne parle pas du bechor parce que le bechor c'est seulement zachar. Vélo maaser parce que le maaser BMA il est déjà un korban et tu ne peux pas l'utiliser pour une autre, il peut pas être affecté pour pour un autre nom de korban. Minatson, donc encore une fois, c'est achat. Ici on apprend, on a exclu le bechor. Achat velo maaser. Minatson, c'est minatson, ça veut dire une partie du ton et pas tout le ton. Qu'est-ce qu'on a exclu d'ici? Leoti palges. C'est quoi palges? C'est une bête qui est ni suffisamment jeune ni suffisamment avancée dans l'âge. Donc il est hybride dans l'âge. Palgas et palgas, ça veut dire qu'il est au milieu, il est entre les deux. Il est ni keves ni haïl. Le haïl, c'est le keves mature. D'accord. Donc il y a jusqu'à 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a différents âges pour le baka aussi, pour le taureau aussi. Il s'appelle, dans le taureau, c'est marqué. Le premier nom, c'est quoi? En tous les cas, il nous dit Rashi ici Minaton lokatson miuta ou lotipalges et michalkev sur le ailoba. Venu kol chodesh lo shasar. Donc c'est le 13e mois. Le 13e mois, c'est l'âge, c'est le mois qui est entre les deux. Il a plus d'1 an, mais il n'est pas encore dans la deuxième année. On va dire, voilà, il est à cheval, même s'il est déjà dans la deuxième année. Alors pourquoi le 13e mois, c'est intéressant? Pourquoi c'est le 13e mois? Parce que le 13e mois, il peut avoir encore 1 an. Il y a des années de 13 mois, d'accord? Alors, je ne sais pas si c'est exactement ça, mais en tout cas, c'est comme ça c'est marqué dans Masechet Para. Oui, parce que le 13e mois, normalement, normalement, dès le moment où tu as passé 1 an, mais tu es dans ta deuxième année. Donc, pourquoi tu parles du 13e mois? Et donc, ici, comme ça c'est marqué, donc le palgué, c'est le 13e mois. Mina Mataim, Mimotar, Shetemeot, Shenishtaïru, Bebor. C'est quoi Mina Mataim? C'est 1/200e, ça veut dire quoi? Forcément, on parle des Nesachim, il nous dit Rashi. Vekama, review un Nesachim alav, je lis dans Rashi en haut de la page.
Mina mataim shinishtaru mataim bebor hayayin. Mikan leorla, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? D'ici, on apprend qu'il y a un type d'interdit qui s'annule dans 200. On sait que la trouma, elle s'annule dans 1/100. Et il y a d'autres interdits comme la orla ou si je ne me trompe pas, qu'il est à Kerem, c'est un 200e. Mimashki Israël, Minamotar l'Israël, Mikan Amouan Mevin Esachin Minatevel. Donc de ce passage qu'on apprend également, donc la orla, chez Bitla Bemataim, donc si il y avait 200 fois plus, donc tu peux amener des Nesachim à partir d'un vin où il reste 200 fois plus dans la cuve. D'accord? C'est une manière de dire. Si c'est du vin qui s'est annulé dans une quantité de 200 fois plus, tu peux amener Minamataim d'un vin qui s'est annulé dans 200. Donc encore une fois, le passouk dans son intégralité dit quoi? Vese achat minatzon minamataim mimashki Israël. Tout ça, les mincha ou les ola ou les shlamim lechaper aleem. Donc qu'est-ce qu'on apprend de tout ce passouk? On a exclu ceux qui ne sont pas le bechor parce que le bechor est sur le zachar. Achat, on a exclu le maaser. Minatzon, on a exclu celui qui est entre 1 an et 2 ans, donc c'est le 13e mois. Minamataim, c'est des Nesachim, donc puisqu'on parle également de Nesachim dans le Passouk, puisqu'on parle Mincha et Ola, etc., Shlamim, donc on parle d'un vin qui s'est mélangé dans 200 fois plus, donc c'est dans le cas où il est Ola. Mikal Shematem Mataim, vous allez me dire pourquoi Dafka Orla, comme on a dit, il y a également le Kil et Kerem, il y a également le Kil Haïm qui s'annule dans 200 fois plus. En tout cas, on a exclu également Mimashke Israël, Minamutar l'Israël, Mikana Amrou, En Mivin Nesachim. Donc on ne pourra offrir les Nesachim seulement à partir d'un aliment kasher et pas de Tevel, comme on a appris ce matin. Le Issour Tevel, il s'applique aussi bien sur le fruit lui-même que sur le vin. Alors que les jus de fruits, non. Mais pour le vin et l'huile, comme on a appris ce matin dans le Rambam, l'interdit, il est aussi... il n'est pas modifié. L'interdit, il s'applique également sur le jus d'olive et le jus de raisin. Le jus de raisin, c'est du vin, le jus d'olive, c'est de l'huile. Tous les autres jus, je précise ça parce que tous les autres jus, par définition, nous savons bien que... Alors, je n'ai pas vu explicitement que c'est ça l'explication, il faut revoir dans les sources, mais nous savons ailleurs que les jus de fruits, de manière générale, pourquoi on fait shakol, pourquoi on ne fait pas etz? Parce que c'est zéa be'alma. On appelle que le jus de fruits, c'est pas le fruit. Le fruit, c'est le fruit. Alors que dans les légumes, on ne dit pas ça, n'est-ce pas? Parce qu'on sait que meshlakot, on sait l'eau dans lequel nous avons fait bouillir les légumes, c'est Adama. D'ailleurs, pour la parenthèse, le bouillon, il est Adama. D'ailleurs, pour la parenthèse, vous pourrez vérifier combien de recettes vous pourrez trouver. Je vous dis ça en connaissance de cause. J'ai un ami qui faisait, pour la parenthèse, donc on a trouvé que le jus de fruits, ça s'appelle Zéa Be'alma Séché Akol, alors que à l'exception de le jus de raisin et le jus d'olive qui deviennent... Alors le jus d'olive, on n'a pas une bracha particulière, mais parce que ça ne se boit pas directement, mais en tout cas c'est chachouf. En tout cas, pour revenir, donc on a dit que c'était pour rappeler le Rambam de ce matin, le passage dans Yecheskel nous dit Mimotar ben Israël, on apprend d'ici, on ne pourra offrir des korbanot, donc les Nesachim ici en l'occurrence, seulement d'un aliment consommable. Et donc le Tevel, donc c'est de la récolte où on n'a pas encore prélevé Trouma ou Maaser, tu ne veux pas amener tes korbanot. J'aurais pu penser, c'est intéressant, j'aurais pu penser que la récolte que j'utilise pour les korbanot, peut-être elle est dispensée de prélèvement. Non, c'est seulement un aliment qui est consommable par le Ben Israël, donc c'est-à-dire qu'on a déjà réalisé les prélèvements qu'on pourra offrir au Bet Amikdash. D'accord? Mimotar, Ben Israël, ça veut dire Minamutar, ce qui est autorisé. Mimotar, Beficha, si je ne me trompe pas, on apprend également Torah Hashem Beficha pour les tfilin. Les tfilin, on les parchemins, les bâtim, il faut vérifier, mais là-bas aussi à cette même dracha, on utilisera seulement une catégorie de bêtes cachères. Alors quand on parle de bêtes cachères, ça ne veut pas dire forcément qu'on a shrité et qui est cachère, mais c'est une catégorie cachère. Minamutar beficha, la même chose, c'est dans le même esprit, on utilise une bête d'une catégorie cachère. Là c'est encore plus précis, tu vas utiliser de la récolte, tu vas utiliser des fruits, tu vas utiliser du vin qui aura été consommable par le Ben Israël. Donc on ne peut pas amener du tevel. Yachol, le yavin minamukte, c'est ça ce qui nous intéresse.
Yachol Yavim la Moukse. Une fois, et c'est ça toute la barrière, parce que nous on cherche à savoir, est-ce qu'il y a un interdit d'utiliser des bêtes qui n'étaient pas préparées, donc qui sont Moukse et Yom Tov, pour un korban. De même qu'il y a un interdit, de même que le raisin, qui n'est pas consommable par le Israël, parce que quand on n'a pas prélevé les tourments ou masrot, tu peux l'offrir en Essachim, parce que c'est pas consommable pour toi, tu n'offres pas au Beth Amikdash ce qui n'est pas consommable, et bien peut-être ce qui n'est pas utilisable aussi pour toi, comme quelque chose de Moukse, eh bien il ne sera pas accepté en tant que korban. Et donc, pour revenir, une bête, Yom Tov, une bête qui n'est pas préparée, tu ne peux pas la shriter. D'accord, il faut la préparer avant. Une bête que tu veux shriter Yom Tov, il faut la préparer. Alors, il y a une définition qui s'appelle préparer, ce qui est dans l'enclos, pas dans l'enclos. Mais là, c'était pas dans l'enclos, c'est dans le pâturage. Donc, c'était pas une bête qui était à portée de main. C'était n'est-ce pas, les bêtes qui sont, la Gemara dit, il y a des bêtes qui sont dans des pâturages pendant des mois, des semaines, et ils reviennent. D'accord, donc cette bête, elle n'était pas à proximité, il n'avait pas l'intention de la shriter. Donc, pour l'homme, elle n'est pas shritable. Et bien, pour le korban aussi, a priori. Yachol, et sur ça c'est marqué Yachol Yavim Mina Moukse. Peut-être on va faire cette comparaison. Amarta, Amat Tevel Muchachi sur Goufo Garamlo. Il y a une différence. C'est pas le même niveau d'interdit. Le Tevel, c'est un interdit chez Goufo. C'est intrinsèquement interdit. C'est quoi on a déjà dit une fois, si je me trompe pas, on a vu dans la Gemara, si je me trompe pas de Sanhedrin, qui nous dit c'est quoi l'interdit de Tevel? C'est quoi Tevel? Tevel, c'est la récolte qu'on n'a pas encore prélevée, le tourment Masrot. Il s'avère, donc il se trouve que dans cette récolte-là, il y a une partie de la récolte qui est trouma. On est bon ou pas? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Si dans la trouma, dans mes 100 kilos, il y a 2% que je dois te donner au Kohen. Donc toi, si tu viens consommer de ce tas-là, mais il y a 2% interdit, et il y a 10% au Lévi, et il y a 1% encore au Kohen. D'accord? Parce qu'il y a Troumat Maaser, donc c'est le Lévi qui reverse Maaser Mina Maaser. Donc c'est 1/100, d'accord? Parce que le Lévi va recevoir 10%, et lui va reverser 10% de ces 10% au Kohen. D'accord? On est bon. Trouma, c'est 2%. C'est... Le 2%, c'est entre le 1/40e et le 1/60e. Exactement. Chazakubao. Minatora, je me m'acquitte avec un grain de Trouma, et Mider Rabbanan, ils ont donné des mesures. Donc en tous les cas, on va prendre la moyenne, donc le 2%, 2% au Kohen, 10% au Lévi, et le Lévi, il reverse de ces 10%, 10%, donc 10% de 10%, donc au Kohen. Donc 1% au Kohen. On est bon. Donc la Gemara dit non, tu ne veux pas comparer l'interdit de Tevel avec l'interdit de Moukse. Pourquoi? Parce que l'interdit de Tevel, pourquoi tu ne veux pas consommer de la récolte qui n'a pas été prélevée? Parce qu'à l'intérieur, il y a une partie qui n'est pas consommable par l'Israël. C'est de la trouma, c'est la trouma potentielle, elle n'a pas été encore prélevée, donc elle n'est pas encore définie, on n'a pas défini quel grain sera maaser, quel grain sera trouma, mais c'est mélangé. Donc c'est à cause du mélange de l'interdit que tout est interdit. Par contre, le moukse, il n'y a pas d'interdit, c'est seulement relatif à la personne que tu n'as pas, c'est ton problème quelque part. C'est l'homme qui n'a pas prévu le consommer. Donc c'est seulement un problème qui est extérieur à la bête en réalité. On est bon. Dans la récolte qui n'est pas prélevée, l'interdit est dans la récolte. Parce que dans la récolte, il y a il y a combien on a dit? Il y a 13%, voilà, à peu près. 13%, c'est pas exact parce que c'est le pourcentage du pourcentage, mais à peu près 13% qui n'est pas consommable par le Israël. N'est-ce pas? On a dit 2% pour le Kohen, 10% pour le Lévi, encore 1% pour le Kohen. Donc il y a à peu près 13% qui ne sont pas consommables. Donc qu'est-ce qui t'interdit de consommer cette récolte? C'est la partie interdite qui est à l'intérieur. C'est 13%. Par contre, la bête qui est mouxée, c'est quoi le mouxé? C'est que toi, tu ne l'as pas réservé, tu n'as pas prévu la consommer. Donc c'est toi qui est déconnecté de cette bête. Donc le problème, il est où? Il est chez toi, il n'est pas dans la bête. La bête, elle va très bien. Il fallait juste y penser avant, c'est tout. Donc là, comme elle a dit, non, tu ne veux pas comparer. Matevel Muchachi sur Goufo Garamlo, Avkochi sur Goufo Garamlo, Yatsa Moukse, Shen sur Goufo Garamlo. Et là, il sur Davar Acher Garamlo. L'interdit est extérieur. Pourquoi il est extérieur? Parce que c'est relatif à la personne. Via Marthe, donc tout ça, c'est l'introduction pour revenir à chez nous. Donc on est en train de dire ici clairement que le Moukse, on est en train de trouver un point de différence entre l'interdit de Moukse avec l'interdit de Tevel. Et on veut prouver à partir de là, est-ce que le Moukse, de manière générale, on sort de tout ce pasouk-là, de ce contexte, du Korban, etc. On veut juste extirper quelque chose. Est-ce que Moukse, c'est un interdit d'Oraita ou pas? Viyamar, ils sont Moukse d'Oraita.
Si tu me dis que l'interdit de Mouktsé, c'est-à-dire que la Torah t'impose et t'autorise à utiliser et à préparer Yom Tov que des aliments ou des éléments, ça ne change pas, qui ont été préparés, de même que la bête doit être préparée, les bois du combustible aussi doivent être préparés. Si c'est un interdit d'Oraita, qu'est-ce que ça change si c'est un Issour qui est sur ta tête ou c'est un Issour qui est sur la récolte? Les deux, c'est d'Oraita, c'est du même nature. Si tu es dans l'Issour, une différence, quand tu es dans du Dérabanan, où tu viens analyser l'importance de l'interdiction, ça peut être un moyen d'évaluer et donc de comparer ou non deux interdits. L'un, c'est là et l'autre, c'est là, donc tu veux dire, non, tu ne veux pas comparer. Mais là, c'est d'Oraita. Quand c'est d'Oraita, c'est fral. D'accord, ok, il y a des fois des interdits, bien sûr. Il y a des interdits qui sont plus importants que d'autres. C'est pas ça. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais c'est pas, a priori, le curseur n'est pas, ça doit pas permettre de différencier entre les différents interdits. Donc là, Gma a dit, viens mardi sur Moukté de Horaïta, mali sur Gouf, mali sur Davacher, ve'od. Et donc là, Gma veut prouver que Moukté, c'est pas de Horaïta. Ah, tu m'as dit, ve'chinu tacharaviou. C'est bien beau. Souvent, juste pour rappeler, souvent, la Gemara trouve des appuis dans la Torah, mais ça ne veut pas dire que c'est ce qu'on appelle dans les mots de Tosfot, Drasha Gmura. Ça s'appelle une asmarta. Drasha Gmura, ça veut dire que Chachamim, ils ont reçu de leur maître, Moshe Missinai, Halacha, Torah Shebe qui est un interdit, et ils ont trouvé une source dans la Torah, et c'est une Drasha Gmura, ou bien eux-mêmes, ils ont sorti des psukim, une Drasha, ça a permis à donner un résultat qui est une Drasha de Horeta. Des fois, eux, ils ont voulu instaurer quelque chose. C'est une takana des Rabbanan. Et ils ont dit, mais on va quand même trouver un appui sur la Torah. Ça ne veut pas dire que la Torah, elle m'enseigne l'interdit, mais qu'il y a lieu de s'appuyer sur des passages de la Torah pour comprendre que je suis en mesure, des fois ils ont besoin de mettre, c'est un sujet, quand est-ce ils vont chercher une asmarta, quand ils ont besoin de chercher, asmarta c'est, les samer c'est s'appuyer, en hébreu, n'est-ce pas? Donc quand est-ce que Chachamim, ils ont besoin de s'appuyer? En réalité, Chachamim, la majeure partie des fois, ils n'ont pas besoin de s'appuyer. Ça fait partie du devoir de Chachamim de mettre des barrières à la Torah. C'est marqué un saint passage explicite dans la Torah, Ushmartem et Mishmarti. C'est-à-dire que vous avez le devoir de préserver la Torah. La majeure partie des interdits de Chachamim, c'est une manière de préserver la Torah. Comme tous les interdits, comme Mouktsé. On revient à Mouktsé, n'est-ce pas? Si on pense que Mouktsé c'est des Rabbanan, comme on va voir la conclusion de la Gemara, en réalité, on dit quoi? Chachamim, ils ont dit, si l'homme va être en contact avec toutes sortes d'objets qui sont habituellement réservés à faire des interdits il risquerait d'utiliser ces objets-là pour faire des interdits, ben il va finir par faire un interdit. Si tu t'amuses avec un stylo, n'est-ce pas? Eh ben, tu risques d'écrire avec, simplement, n'est-ce pas? Franchir la frontière. Franchir la frontière, d'accord. Donc, Chachamim, ils ont dit, c'est quoi? Ne le touche pas. Ne le touche pas, tu le touches, tu vas finir par écrire. Donc en réalité, ça c'est, comment on appelle cette mitzvah-là? Ce commandement positif est Ushmartem et Mishmarti. Vous préserverez mes ordres. Donc c'est la barrière. Donc la barrière, c'est une logique. Donc Chachamim, en général, ils n'ont pas besoin de trouver un appui qui autorise ou un appui ciblé qui défend leur. Il y a des exceptions, donc à nouveau, il faudra trouver c'est quoi la règle. Il y a une règle. Quand est-ce qu'ils ont besoin, quand est-ce qu'ils n'ont pas besoin. Mais en tout cas, Iyamar, donc ça c'est la première question. A priori, si Mouktsé, c'est un interdit d'Oraita, il n'y a pas lieu de faire de différence entre l'interdit de Tevel et l'interdit de Mouktsé, même si effectivement, ils n'ont pas la même. L'origine de l'interdit ne provient pas du même endroit. L'un, il est intrinsèquement interdit parce que c'est du tevel, c'est de la récolte qui n'est pas consommable par l'Israël, il est réservé au Kohen. L'autre, le problème, il est sur la personne, c'est vrai, c'est lui qui s'en est pas, désintéressé à l'entrée de Yom Tov, c'est son problème, c'est juste, mais il n'y a pas de différence, c'est d'Oraita, c'est d'Oraita. Deuxièmement, Veod, Atou Amar de Chilouk, Damar Chilouk Menachot et Shabbat, Ven Chilouk Menachot, Yom Tov. En plus de ça, une autre question, donc ça c'est déjà pas tout à fait lié avec notre Souya, c'est que Shabbat, nous savons que Shabbat, dans la Torah, comment c'est marqué l'interdiction de réaliser n'importe quel, aucun des travaux, comment c'est marqué dans la Torah, Lota, c'est comme Melacha, tu ne feras aucun travail. On est bon? Maintenant, par ailleurs, nous savons que il y a un certain nombre de Melachot qui est interdit. Et ça, on apprend à nouveau, ça fait partie de la Torah orale, d'où nous savons quelle est la définition des travaux interdits. Eh bien, on a pris le mot Melacha qui est marqué dans Shabbat. Tu ne feras pas
toutes les activités sont interdites. Et d'un autre côté, on a trouvé Melacha, donc c'est les activités qui ont été pour la réalisation ou la construction ou le service du Mishkan. Tu apprends ce qu'il y avait là-bas, dans le Mishkan, et bien c'est interdit Shabbat. Toute Melacha, il faut une définition, c'est un travail. Tous les travaux, puisque nous savons que la construction du Mishkan ne repousse pas Shabbat, puisque c'est marqué, tu construiras le Mishkan, mais pas Shabbat. Donc ça veut dire que tout ce que tu es censé faire pour la construction du Mishkan, j'ajoute un peu de mots, mais c'est dans cette idée, tout ce qui est nécessaire de faire pour la construction du Mishkan, tu le fais pas Shabbat. Donc c'est comme si tu me dis, ce qui est à faire ici, tu le feras pas Shabbat. D'accord? Donc on est arrivé à 39 Melachot. Maintenant, une fois qu'on est... Mais finalement, les 39 Melachot, ils sont marqués dans la Torah sous la forme d'un interdit. C'est un interdit global. Kol Melach lo ta'asu. Donc si je vous pose la question, normalement la règle est qu'une personne, le nombre d'interdits est défini selon comment la Torah le formule. Et donc là aussi, normalement, du fait que la Torah a unifié tous les types de travaux en un interdit, donc celui qui réalise différents interdits, est-ce qu'il va cumuler des condamnations ou pas? Normalement non. Normalement non, puisque pour qu'un interdit soit séparé de l'autre, il y a plusieurs conditions. Une des conditions, c'est justement comment il est formulé dans la Torah. Après, vous allez me dire, des fois, quand je réalise deux interdits, mais dans ce qu'on appelle deux goufines, d'accord? Par exemple, celui qui réalise deux interdits, mais c'est sur celui qui a deux femmes, d'accord? Il a eu une relation interdite avec sa première femme parce qu'elle était nida, et la deuxième femme aussi, elle était nida. Il a oublié, il ne savait pas, il n'a pas appris, c'est l'ignorance, il ne savait pas qu'elle était nida, etc. Il a transgressé un interdit en réalité, c'est le même interdit, mais avec deux personnes, avec ces deux femmes. Il est chayav d'eux. Goufim et Choulakim, ou pareil, si c'est deux Shabbatot, dans certains cas, il sera chayav d'eux également. Maintenant, deux Melachot, on est dans un même Shabbat. Et il a oublié que c'est Shabbat. Non, ça c'est différent. Donc, il sait que c'est Shabbat, mais il a oublié que c'est interdit, pardon. Donc, il a oublié que certaines Melachot étaient interdites. Mais dans un même oubli, il a oublié que c'était interdit d'écrire, il a oublié que c'était interdit de nouer ou de labourer, etc. Combien de korbanot il doit offrir? Donc, s'il est méside, si c'était volontaire, il va être lapidé. On ne peut pas lapider une personne plus d'une fois. Donc, la question ne se pose pas. La question est dans le cas où il a transgressé par inadvertance, par ignorance. Et il était dans un oubli que l'action est interdite. Et bien sur ça, c'est marqué que pour chacun des travaux interdits, eh ben, il sera passible d'un korban. Donc il a oublié que c'était interdit d'écrire, il a écrit un korban, même le même Shabbat. D'accord? Il a oublié que c'était interdit de labourer, il a labouré un korban, etc. D'où on apprend qu'il y a un chiluk rataot, parce que dans la Torah, c'est marqué Kol melacha lo ta'asu, mais c'est marqué également l'interdit, il y a deux interdits qui sont explicites, qui sont détaillés dans la Torah. Lequel? Ne pas allumer le feu et ne pas sortir d'un domaine à un autre. C'est les deux interdits qui sont détaillés dans la Torah. Sinon, c'est marqué de manière générale, Kol melacha lo ta'asu, que ce soit Shabbat, soit Yom Tov, etc. Maintenant, il y a une différence entre Shabbat et Yom Tov. C'est quoi? C'est que cette précision ne figure que dans Shabbat. Shabbat, j'ai une révélation où la Torah a détaillé un interdit, deux, mais on utilise cet interdit de Havara, d'allumer le feu. La Gemara dit pourquoi il est nécessaire de détailler l'interdit d'allumer le feu, alors qu'allumer le feu fait partie des 39 Melachot. Ça fait partie des 39. Pourquoi tu me le détailles? Pour me dire, Chiluk Rataot, pour me dire, de même que celui qui a allumé le feu, c'est un des 39, et il est condamnable sur cet interdit en particulier, et bien pareil pour les 39. Chacune des 39 le condamnera et l'obligera d'offrir un korban, d'offrir un sacrifice au cas où il a transgressé par ignorance ou par inadvertance l'interdit. C'est ce qu'on appelle chiluk chataot. Les chataot, le korban chatat, le korban, le sacrifice expiatoire, il est individuel pour chacun des travaux interdits. Ça s'applique seulement dans Shabbat, pas dans Yom Tov. On est bon? Donc dans Yom Tov, on a un problème ici. On revient maintenant. On fait une marche arrière. La Gemara pose deux questions sur le fameux cas de figure où il a cuisiné du guide anaché pendant Yom Tov avec des bois qui étaient mouquetés. Mais là-bas, tu m'as mentionné deux interdits. Tu as décomposé le nombre d'interdits et deux d'entre eux sont relatifs à la transgression de Yom Tov. Mais celui qui transgresse plusieurs fois Yom Tov, il est chayav 1, il n'est pas chayav 2.
Parce que en chiluk rataot, cette notion d'un cumul d'interdits et donc de condamnation ne s'applique seulement pour Shabbat, pas dans Yom Tov. Donc c'est deux questions. Premièrement, a priori le Issour Mouktsé, toi tu m'as dit qu'il y a une peine, il y a une condamnation, il y a une transgression, et donc une peine pour le fait qu'il a utilisé des bois qui n'étaient pas préparés, et deuxièmement qu'il a cuisiné. Mais il n'y a pas deux. Tu ne veux pas cumuler deux interdits Yom Tov. En chiluk. L'Agma a dit non. Ven chiluk minachol Yom Tov. Et là, donc la Agma fait marche arrière. Donc toute cette réponse-là, toute cette proposition de réponse qui était de dire que celui qui cuisine Yom Tov, etc., un des interdits, c'est avoir utilisé des bois mouktsé. On fait marcher à cause de ces deux questions. Et on dit, et là, apikavara, ve'aïl ate ashera, c'est qu'il a utilisé des bois de Avodah Zara. Ashera, c'est quoi Ashera? C'est un arbre de Avodah Zara. La Torah nous détaille, il y a plusieurs types de Avodah Zara, plusieurs formes et plusieurs services de Avodah Zara. Et la Torah nous détaille certains d'entre eux. Et particulièrement, la Torah parle de la Hachera. Hachera, c'est l'arbre qui était sur lequel, là aussi, c'est discuté comment précisément il le servait. D'après un avis, le Hachera, si je ne me trompe pas, c'était un arbre qui était, qui considérait sacré et qui ne profitait pas des fruits, si je ne me trompe pas. Il ne profitait pas des fruits, il ne mangeait pas les fruits. Ou bien, d'après un autre avis, si je ne me trompe pas, ils offraient les fruits. En tout cas, l'homme chané, c'était un arbre sacré de Avodah Zara. Et donc, il y a également l'interdiction d'utiliser le bois de Hachera, de Avodah Zara, comme combustible. C'est quoi le chidouche? A priori, c'est une évidence. On sait très bien que l'Avodah Zara, c'est interdit. On n'a pas le droit d'en tirer profit. Donc pourquoi tu as besoin? C'est quoi le chidouche d'utiliser? L'Agma a dit et là, si je ne me trompe pas, ici il y a un chidouche dans la Hachera, parce que Hachera, qu'est-ce qu'on fait de la Hachera? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, d'une Avodah Zara en bois? On la brûle. Donc peut-être, je peux l'utiliser comme combustible, puisque je vais la brûler. Je vais faire d'une pierre deux coups. Est-ce que les cendres, on est obligé de les jeter dans l'eau? Normalement, les cendres, tu as raison, mais normalement, une chose qui est censée être brûlée, normalement, une fois qu'on l'a brûlée, ça y est, c'est brûlé. Mais il y a Choliot que les cendres ici, c'est particulier, comme l'Agma va dire, parce que dans Avodah Zara, il y a un autre interdit, Loïdbak biatra meuma. Loïdbak biatra meuma, c'est littéralement, rien ne sera, ne restera collé à tes mains. C'est-à-dire que tu toucheras à rien. C'est-à-dire que tu profiteras rien, voilà, aucune récupération. Okay. Et donc, ça va être tout de suite la question de l'Agmara. Donc, Atse Hachera, Meacha, Veloïdbak biatra meuma. Donc, tu ne touches à rien. Tu ne profites rien sous aucune forme de l'arbre de Avodah, et donc de l'arbre d'Avodah Zara. Okay. L'Agma demande, Amar le Ravacha de Raval Abaye, Vinikelami Mishum, Velotavito Val Betecha. Il y a encore un autre pasouk. Loïdbak biatra meuma, effectivement, c'est un pasouk qui parle de Avodah Zara, mais il y a aussi un pasouk, Lotavito Eva. Donc, toute chose qui est interdit, c'est abominable. Et donc, ça peut rentrer également dans ce pasouk. L'otavi toeval betecha, ne pas amener à la maison quelque chose qui est abominable. D'ici, on apprend qu'on n'a pas le droit d'avoir la Avodah Zara à la maison, même si on ne l'adore pas, on ne la sert pas. Il n'y a pas le droit de se trouver à la maison. D'ailleurs, il y a une question très intéressante dans les poskim. Est-ce qu'il y a un interdit de faire entrer une croix à la maison sous une forme ou une autre, d'accord? Donc, en tous les cas, l'Agma a dit pourquoi ne pas rajouter également l'interdit de l'otavito eval betecha et la pikavara ve'ila hekdesh. L'Agma a dit elle a choisi non, il a utilisé des bois de hekdesh. Donc il y a des bois de hekdesh, donc c'est des bois qui sont réservés pour le Beth Amikdash d'une manière ou d'une autre, et donc c'est également un interdit de meila ve'azara me'acha ve'hashem tisrefun ba'esh lotasun ken hashem lokichem. D'où nous apprenons et où c'est enseigné dans la Torah. Alors l'interdit, a priori, il est évident, mais on a la question, c'est de savoir d'où on sait qu'il est passible de malcoute. Pour être passible de malcoute, il faut qu'il y ait un interdit explicite dans la Torah. D'où nous savons que nous n'avons pas le droit d'utiliser un bois comme combustible, un bois qui est réservé au Ekdesh, donc au Beth Amikdash, pour un combustible personnel, parce que c'est marqué, comme nous venons de dire, pour la Hachera, c'est marqué, pour la Avodah Zara, c'est marqué, Va Sherem Tsefun Baesh, vous brûlerez la Avodah Zara. Et c'est juxtaposé quoi? L'otasun ken Hashem lokrem. Vous ne ferez pas pareil pour Hashem. Et d'ici on apprend, ça veut dire quoi? Ça veut dire le bois qui est réservé pour Hashem, tu ne le brûleras pas. Tu le brûleras pas pour ton intérêt. Et c'est comme ça que l'Agmara, elle conclut ici cette Sugia.
Et dans la suite de la Gemara va revenir sur le point de discussion qu'il y a, sur l'explication du point de discussion qu'il y a entre les différents Tanaïm. Juste pour rappeler, on avait vu, c'est quoi le sujet de la Mishnah, c'est comment faire pour prélever de la chala, donc celui qui a pétri sa pâte pendant Yom Tov. Tout va bien, jusqu'à là tout va bien. Le problème, c'est que quand on pétrit la pâte, il faut prélever la chala. La chala, c'est également un prélèvement qui est réservé au Kohen. Maintenant, le Kohen, ce prélèvement-là, il a le même statut que la tourma, donc c'est réservé au Kohen. Et le Kohen ne peut le manger seulement en état de pureté. Lui doit être pur, le pain doit être pur. Qu'est-ce qui se passe si le pain est impur? Un problème. D'accord? Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'on est Pessah. Donc, toi, tu as pétri ta pâte. Ta pâte est devenue impure. La Torah t'impose de le prélever. Mais tu ne veux pas le prélever. Pourquoi? C'est quoi le problème de prélever? Si tu le prélèves, tu ne veux pas le donner au Kohen ne peut pas le consommer. Donc, tu ne pourras pas le cuire. Si tu ne veux pas le cuire, mais il va fermenter. Il va devenir Hametz. Comment tu fais? La Mishnah a donné 3 avis. Premier avis, il enfourne tout avant de prélever. Il fera le prélèvement après la cuisson de manière à éviter le Hametz. Puisque si tu vas, normalement, la chala, ça se prélève quand? Réchit arisoterem, c'est marqué dans la Torah. Tu prélèves la pâte, donc la chala, quand la pâte est pétrie. Donc il faut la pétrir, il faut la prélever avant qu'elle soit enfournée. Là, tu as un problème, et bien, bdi avad, tu n'as pas le choix. Tu vas d'abord l'enfourner et ensuite la prélever. Juste pour rappeler, il y a 2 problèmes. C'est qu'une fois que tu l'as prélevée, tu ne veux pas la cuire. Pourquoi tu ne veux pas la cuire? Non. Pourquoi tu ne veux pas prélever et ensuite la cuire? Parce qu'une fois que tu l'as prélevée, c'est de la chala. Donc c'est au Kohen. Le Kohen, il peut la manger cette pâte-là? Non. Donc tu ne veux pas cuire quelque chose qui n'est pas consommable. Yom Tov, on a le droit de cuisiner et donc d'enfourner quelque chose qui va être consommable. Cette pâte, elle est impure. Donc cette pâte ne peut pas être un pain consommable. Donc je ne vais pas la cuisiner. Donc si tu prélèves avant, tu ne pourras pas la cuisiner parce qu'elle n'est pas consommable, donc tu ne vais pas l'enfourner. Donc forcément, premier avis, d'abord tu enfournes tout et ensuite tu prélèves et donc tu auras prélevé du pain déjà cuit. Comme ça, tu as stoppé l'hémorragie. Deuxième avis, c'est quoi? Tu vas la laisser dans l'eau froide de manière à stopper et que cette pâte ne fermente pas. Donc, tu vas prélever, effectivement, en étant pâte, mais en étant de la pâte, mais tu vas la mettre dans l'eau froide, donc tu vas la geler, pour ne pas qu'elle fermente. Donc, pendant une semaine, tu la mets dans ton congélateur en langue moderne. Troisième avis, il n'y a pas de problème, ça n'a qu'à fermenter. Pourquoi? C'est ni à moi, cette pâte-là n'est ni à moi ni au Kohen. Ni à moi, parce que je l'ai prélevée, elle est au Kohen. Une fois que je l'ai prélevée, ça appartient au Kohen. Et ni au Kohen, parce que le Kohen ne peut pas la consommer. Donc, personne n'est concerné par cet interdit de Hametz. Donc, ça, c'était les 3 avis qu'on a dans la Mishnah. Et la Gemara va chercher à savoir, c'est quoi leur fond de discussion. Pourquoi l'un, il dit que c'est un problème de Hametz, et l'autre, il dit que c'est pas un problème de Hametz dans la suite de la Gemara, Bezrat Hashem.